et start. Bonjour, bonjour chers volontaires, chers collègues. Bienvenue à notre premier webinaire Action d'Amiens. Déjà, merci d'avoir répondu présent. C'est une première pour nous, donc on s'excuse d'avance s'il y a d'éventuels petits couacs techniques ou autres. D'un point de vue purement pratique, si vous voulez communiquer avec nous, il y a un chat qui vous permet de nous envoyer vos questions. Et de communiquer avec nous. Je vois déjà que Georges nous a envoyé un bonjour, ainsi que Jacques. Ce chat permet aussi tout au long de la présentation de déposer vos questions. N'hésitez pas à préciser votre nom au-dessus du message pour qu'on sache qui a laissé la question, et on prendra ces questions après la présentation de Tine. Donc, on n'interrompra pas la présentation pour y répondre, mais on essaiera de répondre à toutes vos questions laissées avant, mais aussi pendant la présentation durant ce webinaire. Donc voilà, j'espère que vous allez tous bien. Une des questions qui était posée par François, c'était de savoir si chez Action d'Amiens, on allait tous bien. Ben oui, tout le monde va bien, malgré quelques cas de Covid qui se sont déclarés en début d'épidémie au niveau du service projet, mais qui, voilà, pour l'instant, tout le monde est guéri, donc tout le monde va bien, et la reprise du travail est en train de se mettre en place dans les bureaux petit à petit, mais nous sommes au travail sans interruption de chez nous depuis le début de l'épidémie. Maintenant, comme vous vous en doutez, cette épidémie chez nous, elle touche en partie à sa fin, mais dans nos projets, les conséquences risquent d'être importantes, et c'est notamment de ça qu'on va parler aujourd'hui. Voir c'est quoi le Covid, c'est quoi le lien ou les différences entre le Covid et la tuberculose, quel impact sur nos projets. Et pour ça, je vais laisser la parole à Tine. Et pour toute question, n'hésitez pas à utiliser le chat. Merci et à tout à l'heure. Bonjour, soyez les bienvenus. J'espère que vous êtes plus que deux là entre-temps. Moi, j'ai pas de vue sur qui est quoi. C'est vraiment drôle. J'ai déjà suivi plein de webinaires, mais c'est le premier que je donne. Et ça fait vraiment drôle que je vois pas vos têtes. Je ne sais même pas qui écoute, qui n'écoute pas. Bon, vous êtes nos cobayes. J'espère que ça va plus ou moins bien marcher. Et si je montre mon doigt, c'est pour demander à Benjamin de changer de slide. On s'est mis d'accord comme ça, hein? C'est plus sympa que dire next slide, next slide. Ça n'a pas trop l'air de marcher là, Benjamin. Bon, je peux déjà vous dire, vous allez voir, si jamais on arrive à voir le deuxième slide, que dans la présentation, il y aura 3 blocs. Un, c'est sur le... Ah, ouais, ça arrive. Un, c'est sur les 2 maladies. C'est quoi les différences, c'est quoi les similitudes. Et après, le Covid, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la lutte contre la tuberculose et la lèpre? Et la leishmania, c'est la même chose, mais là, je n'ai pas de données exactes. Ce n'est pas tellement le Covid qui a l'influence, c'est surtout les mesures contre le Covid. En troisième lieu, vous allez voir Covid et nos projets. Qu'est-ce que ça a comme impact et qu'est-ce que nous faisons? Et là, ça ne marche plus. Là, vous voyez les petites bêtes. Les saucisses rouges, vous connaissez déjà, c'est la tuberculose, c'est la bactérie de la tuberculose. Et le méchant truc à antenne, ça c'est le virus corona, vous avez souvent vu aux nouvelles. Mais si je le mettrais pas en réel, mais en comparaison avec les petits saucisses, ça devait être comme le petit point là que vous voyez à gauche du truc à antenne. Donc, ça, c'est déjà une différence. C'est une toute autre bête qui le cause. Une toute petite bactérie pour la tuberculose et pour la corona, un bien plus petit virus. Mais heureusement, ces trucs-là ne voyagent pas seuls. Ils voyagent dans des voitures et les voitures, c'est des gouttelettes. Parce que, j'ai dit heureusement, parce que sinon, ces masques qu'on met, ça n'arrêterait rien du tout.
On aurait voulu vous montrer un petit film où notre cher préféré virologue Marc Farans, qui est, on m'a dit, aussi connu en Wallonie, montre comment bien porter le masque, mais on ne l'a pas fait parce que ça compliquait trop d'un niveau technique. Donc, mais si vous faites un Google de Marc Farans, masque, vous allez tomber dessus et c'est bien sympa, même si c'est en néerlandais. Ça, c'est en Belgique, mais il y a aussi en Afrique. Et là, vous voyez à gauche, à droite, moi gauche et droite, je me confonds toujours. Mais à droite, vous avez une très jolie dame africaine, très chic, avec un masque très à la mode. Mais à gauche, vous voyez une très gentille, sympa dame, c'est Ivy, notre administratrice au Nigeria. Et vous voyez qu'elle porte un masque avec le logo d'Action d'Amiens, qui a été développé, fabriqué par notre tailleur gardien. On a un gardien qui est à la fois tailleur, il a développé ça, et je leur ai dit, c'est super sympa, il faut que vous m'en gardez une. Yvan? Ah oui. Bon, c'est pas la seule différence, la petite bête, entre le Covid et la tuberculose, il y a d'autres. Covid, c'est une maladie rapide. Tuberculose, c'est une maladie lente. Covid, vous le savez bien, si vous vous êtes peut-être contaminé, il faut vous mettre en quarantaine 14 jours. Si vous n'avez rien, c'est OK. Mais pour la tuberculose, si je l'attrape aujourd'hui, ce sera minimum 2 mois, mais ça peut être 30 ans ou plus avant que je tombe malade. C'est long. Pour la durée de la maladie, c'est aussi très différent. Pour le Covid, c'est des jours, des semaines, quelques mois pour ceux qui sont vraiment, vraiment, vraiment très malades. Pour la tuberculose, c'est au minimum des mois, ça peut être des années, bon, jusqu'à la mort, quoi. Mais il y a des similitudes aussi. Les deux provoquent la toux et les deux provoquent la fièvre. Donc, il y a aussi une similitude dans les préventions. Pour les deux, l'hygiène de la toux est très importante. Je crois que vous avez tous entendu. Si dans le coude. Et aussi, prenez vos distances et ventilez bien. Ça, c'est exactement la même chose pour le Covid que pour la tuberculose. Là où c'est un peu différent, c'est que la tuberculose, quand elle est sur les mains et les surfaces, elle survit très très peu. Avant, on pensait que c'était différent. Hein. Avant, on brûlait tout ce qui était d'un tuberculeux. Mais maintenant, on se rend compte que c'est quand même très important de beaucoup se laver les mains et désinfecter les surfaces pour le Covid. Et ça a très peu d'importance pour la tuberculose. L'image de la maladie, à part cette toux et fièvre, est aussi très, très différente. Covid, c'est une sale grippe, une très mauvaise grippe. La tuberculose, c'est la consomption. Cette maladie, elle te consomme. Finalement, tu restes que peau sur os. Et à la fin, tu restes que os sous terre. Et après, plus rien. Donc, aussi, le petit symptôme qui n'est pas toujours là, mais qui est très caractéristique pour le Covid, c'est la perte du goût et de l'odorat. Et pour la tuberculose, c'est cracher du sang. C'est très différent. Suivant. Aussi, sur radiographie, c'est complètement différent l'image. La tuberculose que vous voyez à gauche, tous ces poumons sont pleins de petites taches boules blanches. Et à droite, vous voyez que ça fait des trous, des bulles dans les poumons. Tout à fait différent. Alors, deuxième bloc. Le Covid et la lutte contre la tuberculose et la lèpre, les conséquences. Là, vous voyez une image de l'Inde. Vous allez entendre que l'Inde s'est mise en confinement d'un jour à l'autre. C'est 1 milliard de personnes plus qui s'est mis en confinement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces gens-là, qui sont des provinces pauvres comme le Bihar, et qui travaillent comme travailleurs journaliers dans des grandes villes comme Delhi, comme Mumbai, ceux qui ont manqué les derniers trains bondés, où c'était parfait pour attraper la maladie, ou qui n'avaient pas l'argent pour le prendre, ils sont partis vers leur village, parce que sinon ils allaient mourir de faim. Ils sont partis vers le village à pied, des centaines de kilomètres avec tout ce qu'ils avaient, enfants, affaires, sur le dos. Ouais, le chaos et la faim, ça j'ai déjà dit.
parce qu'il n'y a plus de transport public ni privé. Là, on parle d'une petite ouverture à partir du 1er juin. Mais pour le moment, il n'y a rien. Les quelques gens qui se promènent, ils se font arracher de leur véhicule et tabasser par la police des fois. Dans les centres de santé, il n'y a pas de consultation de routine, il y a uniquement les urgences qui sont attendues. Alors, on voit dans les chiffres qu'il y a une énorme chute de la détection de la tuberculose, de la lèpre aussi, mais là, je n'ai pas les chiffres. Si vous voyez ces graphiques-là, février, c'était encore un mois normal. Il y avait plus que 200 000 cas de tuberculose nouvelles détectés en Inde. En mars, ça a commencé vers fin mars. Il y a déjà une chute, hein, on est à moins de 150 000. Et en avril, je n'ai que les chiffres du premier moitié, mais vous pouvez faire x2, ça fait 30 000. C'est chuté jusqu'à 30 000. Donc de 200 000 mois normal à 30 000. Ça n'a rien à voir. Et tous ces cas, ils sont là, ils se détériorent, ils contaminent d'autres gens. Congo, heureusement, à l'intérieur du Congo, le problème est apparemment encore très limité, mais à Kinshasa, là, j'ai mis près de 2000 cas. Entre-temps, on en est à plus que 2500. Le quartier où on a notre bureau, Gombe, tout le monde est en confinement. Et vous n'y croyez pas, ça c'est le bus classique de transport en Afrique. Maintenant, dans les petits bus, il y a distanciation. Donc, il y a une place assise, une place libre, une place assise, une place libre. Je ne sais pas comment il s'en sort économiquement. Comme au Congo, ce n'est que tous les 3 mois qu'on fait le rapportage des cas de tuberculose. Moi, j'ai demandé à un de nos médecins d'aller à quelques grands centres de santé et de compter combien ont été détectés ce mois-ci en mars et combien en mars de l'année passée. Et en mars, il y avait une petite baisse, mais bon, rien de grave. Alors, il a fait la même chose en avril. Et qu'est-ce qu'on voit? Comparé à l'année avril de l'année passée, il y a la moitié de personnes qui sont examinées et les centres de santé sont ouverts, hein, les consultations se font. Et il y a une baisse d'un quart de cas détectés. Donc, tout ça, c'est des cas qui sont là, qui ne sont pas détectés, qui détériorent. Alors, la vie des gens sera encore plus difficile parce que tout ce qui est produit alimentaire est en augmentation. Et déjà, les gens n'ont pas de quoi acheter à manger. C'est pas seulement en Afrique et en Inde qu'on voit ça. En Belgique, c'est exactement la même chose. Ça, c'est un top d'un article d'un journal belge. Le coronavirus crée des dommages collatéraux chez des milliers de patients en Belgique. C'est-à-dire, il y a des gens qui meurent, des gens qui détériorent sérieusement, qui restent paralysés d'un CVA parce qu'ils auraient dû, AVC, ils auraient dû aller à l'hôpital vite et ils ont dit non, je postpose, je vais aller voir. Ça, c'est en Belgique. Mais en Afrique et en Inde, c'est pire, quoi. En Asie, pardon. Et en Amérique latine. Alors, basé sur les chiffres d'Inde et de quelques pays qu'on avait déjà, il y a des scientifiques qui ont fait des calculs, des prévisions, des estimations mondiales, et ils disent que s'il y a 3 mois de confinement et il n'y a pas une compensation accélérée de recherche active pour trouver ces cas qu'on a manqués dans ces mois de confinement, ça veut dire que d'ici 2025, on aura plus que 6 millions de cas de tuberculose supplémentaires. Ça veut dire, au lieu d'en avoir 10 millions par an, on en aura 11 quelques millions. Et 1,4 million de morts supplémentaires. Ça veut dire, au lieu d'avoir 1,5 million de morts par an, on aura 1,7, un truc comme ça. Et ça, c'est juste l'effet du confinement et des gens qui n'osent plus aller ou qui ne peuvent plus aller à la consultation. Si à ça, on devrait ajouter une très probable augmentation de cas à cause de plus de pauvreté. Parce que moi, j'ai lu dans le journal, avant le confinement, il y avait à peu près 150 millions de gens qui n'avaient pas assez à manger. Maintenant, on est à 250 millions. Donc, imaginez-vous. Ça, c'est tous des gens qui sont plus à risque d'avoir des sales maladies comme la tuberculose et la lèpre. Toute cette situation nous jette, pour ce qui est la lutte contre la tuberculose, 5 à 8 ans en arrière. Et on aura besoin, pas que nous, il y aura besoin de fonds supplémentaires pour lutter contre ces effets pervers. Je ne vais pas tarder dessus parce que c'est trop compliqué, mais vous voyez,
C'est ça le tableau qu'ils ont calculé, c'est scientifique. Et vous voyez, pour l'Inde, là où on travaille, s'il y a 3 mois de lockdown et pas de compensation accélérée, ce sera 20% plus de morts et enfin un demi-million de gens qu'en Inde qui vont mourir supplémentaires. On va tous mourir, mais des gens qui meurent jeunes, quoi. Bon, ça c'est la situation. Maintenant, qu'est-ce que ça donne dans nos projets? Parce que là aussi, on a un impact et on essaye de compenser, on essaye de mitiger ce qu'on peut. Bon, d'abord, un premier impact très sérieux, c'est que l'Inde, c'est la pharmacie du monde. Ils y fabriquent aussi nos médicaments contre la tuberculose, de bonne qualité. Et maintenant, les usines où on fabrique l'usine, où on fabrique nos médicaments de bonne qualité, ben, d'abord, elle était fermée, et maintenant, elle fonctionne, mais au ralenti. Donc, il y a un retard dans la fabrication des médicaments qu'on attendait pour mettre dans un conteneur pour envoyer au Congo, en Guinée. Heureusement, au Congo, ils avaient encore quelques réserves, mais la Guinée est maintenant en rupture de stock. C'est-à-dire, nos gens diagnostiquent des patients, et ils ne savent pas les mettre en traitement, ils doivent les mettre en attente. En Inde aussi, il y a nos 2 laboratoires de référence, Darbhanga et Selim. Ils faisaient déjà depuis les examens contre la tuberculose, notamment le diagnostic de la tuberculose multirésistante. Et vous voyez, pour ça, ils ont déjà tous les moyens de prévention pour ne pas l'attraper. Et donc, le gouvernement en profite pour les envoyer aussi maintenant les échantillons pour le Covid, parce qu'eux, ils savent faire ça de manière sûre, sans se contaminer. Et ça marche parce qu'ils ont beaucoup moins à cause des centres de santé qui sont fermés, ils ont beaucoup moins d'échantillons de tuberculose. Et ça, c'est grave parce que ça, c'est des gens qui ont la tuberculose multirésistante qui, pour le moment, ne se font pas diagnostiquer, qui détériorent et qui contaminent d'autres. Entre-temps, ils ont déjà examiné plus que 2000 échantillons pour suspicion Covid. Nos hôpitaux, ils continuent leur consultation, mais ce que vous voyez là en vert, à cause du manque de transport, les gens ont du mal à arriver et donc les consultations ont chuté de moitié. Normalement, dans 10 hôpitaux, on a 30 000 par mois, maintenant c'est 16 000, c'est pratiquement la moitié. Et oui, ça va en parallèle, le diagnostic, lèpre et réaction lépreuse, ça diminue de la moitié. Les gens ont tout simplement des difficultés à nous atteindre. Et le diagnostic de tuberculose a chuté de 45%. Ça, c'est beaucoup mieux que l'État. Vous vous souvenez, dans l'État indien, on a chuté de 200 000 à 30 000. Chez nous, c'est à la moitié, c'est une petite moitié. Non, non, c'est plus que la moitié qu'on trouve, mais bon, ça a chuté aussi. Et ce qu'il voit aussi, c'est que ceux qui arrivent avec un tout et qu'on examine pour la tuberculose, en situation normale, on s'y attend qu'il y a 1 sur 10 à peu près qui sera confirmé avec la tuberculose. Maintenant, c'est 1 sur 3 parce que les gens viennent très tard et vraiment ils disent non, j'en peux plus, je tousse du sang, je maigris, enfin, ça ne va vraiment pas, j'ai peur pour ma vie, je vais aller me déplacer, même si les policiers vont me tabasser, il faut que j'y aille. Et là, 1 sur 3 qu'on examine à la tuberculose, c'est énorme. En Inde aussi, quand le confinement a commencé, on avait nos hôpitaux pleins avec des patients qui avaient eu la chirurgie lèpre, qui étaient encore en kinésithérapie après leur chirurgie. Et ils étaient bloqués à l'hôpital, donc on a dû, et il n'y avait pas de transport public, ni privé, donc ils ne pouvaient pas rentrer chez eux, même si médicalement c'était possible. Donc on a dû obtenir des autorisations spéciales et nous-mêmes, avec nos voitures, on les a ramenés à leur village quand c'était possible. Donc, dans ces situations, on a postposé les interventions chirurgicales et les hospitalisations des cas de tuberculose. Bon, quand les gens sont vraiment trop malades, évidemment, on les hospitalise, mais pas un max, quoi.
Ce qu'on voit, c'est que nos patients ont faim, parce que qui a la tuberculose et la lèpre en Inde, c'est surtout des pauvres. Donc les pauvres, ça veut dire que c'est les travailleurs journaliers. Eux, ils n'ont plus de travail parce que tout s'est arrêté, les constructions, les grands boulots. Et donc, il y a des familles entières qui se retrouvent sans revenus. Ils ont tout de suite commencé à distribuer des vivres, des graines aux gens les plus affectés, les plus pauvres. Les derniers chiffres que j'ai, c'est ils avaient donné à 800 patients pour des paquets pour 2 mois. Et là, vous voyez sur la photo que notre travailleur n'avait pas encore tout compris parce que, pour la photo, je suppose, il est trop proche du monsieur. Mais bon, ça je dois encore dire, ils ont obtenu des budgets supplémentaires de l'ambassade belge de Delhi et du consulat belge de Chennai pour pouvoir donner des vivres à plus de patients. Et là, vous voyez comment ils s'organisent maintenant. Hein, c'est chacun a son cercle, ce qui permet de garder la distanciation sociale pour recevoir les vivres. Là, c'est les gens handicapés affectés par la lèpre. On ne le voit pas chez tous, mais c'est dans un village d'anciens lépreux, là. Les gens n'ont pas de quoi se nourrir en suffisance. En Inde, ce que nos gens font, parce qu'ils sont bloqués aussi chez eux, mais ils téléphonent toute la journée. Bon, ceux qui sont à l'hôpital travaillent à l'hôpital, mais ceux qui sont plutôt les superviseurs, nos médecins qui travaillent au bureau, eux, ils téléphonent toute la journée. Ils ont déjà téléphoné bien plus que 2000 personnes. Ils appellent d'abord les centres de santé parce que, pour donner des conseils, s'ils entendent que le centre de santé dit bon, on a des gens qui viennent pour le suivi de leur traitement, on veut bien leur donner pour 2 mois, mais on n'a plus rien. Alors nous, on risque les policiers et on les amène des médicaments. Mais on appelle surtout des patients qui sont sous traitement pour voir d'abord comment ils le prennent, s'ils le suivent bien et s'ils ont des effets secondaires ou des complications. Et s'il y a des gens qui ont des complications, des effets secondaires, ils prescrivent des médicaments par téléphone. Heureusement, les pharmacies en Inde ne sont pas compliquées. Donc, le patient, il essaye de se souvenir comment s'appellent ces médicaments et il va à pied jusqu'à la pharmacie tout près de chez lui pour acheter ces médicaments. Ouais, là, c'est pas gratuit, mais on n'a pas le choix. On doit aller l'acheter. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont certainement fait le grand effort d'appeler tous les patients multirésistants et tous les patients en réaction lépreuse. Et presque tous, quasiment tous, sont sous traitement régulier et répondent bien au traitement. Il n'y a pas de transport public, donc notre personnel, quand il doit se déplacer, ils font ça avec leur mobilette privée. Et plusieurs, et c'est vraiment triste, ils ont déjà reçu des coups de la police, parce que la police veut imposer le confinement, et t'as beau expliquer. La photo que vous voyez là, c'est pas un des nôtres, ça j'ai trouvé sur Internet, mais j'ai entendu de Shiva Kumar qu'il y en a plusieurs des nôtres qui se sont fait tabasser par la police. Donc il faut avoir du courage pour aller travailler. Au Nigeria, vous avez déjà vu, je crois, la première image, c'était avant le confinement et avant la fermeture des écoles. Et on les a dit, ah, attention, il n'y a pas de distanciation. Ils ont dit, oui, mais il y a tellement d'écoliers, ils sont comme ça ensemble, on n'y peut rien. Mais bon, ils les ont sensibilisés et vous voyez déjà la tête des écoliers, ils sont inquiets. Donc, il y en a déjà qui se couvrent la bouche là et le visage parce qu'ils disent, oups, ici, dans tout ce monde, on va se faire contaminer là. Pendant le confinement, ils ont pu continuer le transport des échantillons des centres de santé au labo grâce à des autorisations spéciales. Et nos motards, là, bon, vous voyez les motos, il n'y a pas les motards, mais ils ont pu continuer et ils n'ont pas seulement amené les tests de tuberculose, mais aussi les tests pour Covid. Mais là aussi, on a vu que les tests tuberculose, le nombre a beaucoup chuté. Entre-temps, on m'a dit qu'ils ont pu reprendre des supervisions. Au début, c'était arrêté avec des autorisations spéciales et seulement dans chaque État. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas aller d'un État à l'autre. Là, ils font tout par téléphone. Mais dans l'État, ils peuvent déjà voyager et visiter les hôpitaux, des centres de santé et des malades.
Un autre exemple, grand pays, c'est le Congo. On a tout de suite installé à tous les centres de santé des matériels pour se laver les mains, là où il n'y a pas d'eau courante, avec les grands seaux et les petits robinets, et des trucs pour désinfecter les mains, et aussi un peu de masques, parce que ce qu'on avait comme masque, il y en a maintenant qui ont été envoyés, qui sont en train d'être dédouanés, mais on en avait peu, et l'État aussi en avait peu, donc on fait ce qu'on peut. Et les gens réutilisent jusqu'au moment que ça casse, quoi. On a sensibilisé les travailleurs de santé et la population, mais tout ce qui est détection active a été arrêté et ça a été imposé par le programme national. Hier, j'ai eu des bonnes nouvelles, c'est-à-dire à Kinshasa, il n'y a pas de changement parce qu'à Kinshasa, il y a la plupart des cas, pas Congo, mais on n'y travaille pas. Mais dans les autres provinces où il n'y a pas de cas ou très peu de cas, ils vont pouvoir recommencer les recherches actives pour trouver des cas de lèpre, les cas de tuberculose dans les populations à haut risque comme les prisons, les camps militaires, les mines et tout ça. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce que tout ça était à l'arrêt. Vous voyez, comme je vous ai dit, le travail labo, les consultations, les supervisions formatives, tout ça, ça continue, même à Kinshasa, parce que ce que vous voyez là, c'est à Kinshasa. Vous voyez que les gens essayent de garder leur distance et essayent de se protéger, mais le travail continue normalement. Aussi, le plâtrage des enfants qui ont la tuberculose de la colonne, ça continue aussi. Et là, on ne peut pas garder ses distances. Il faut s'approcher à l'enfant. Et notre kinésithérapeute de Kouilou, elle m'a dit, bon, les policiers congolais sont bien plus sympas que les collègues indiens. Ils nous arrêtent, oui, il faut expliquer, mais après, ils comprennent, ils nous laissent passer, on ne doit pas payer de matabiche et ils ne nous tabassent pas. Donc, on parle toujours mauvais des polices en Afrique, mais il y en a des plus sympas, quoi, qui comprennent ce qu'on fait. Il y a plusieurs gens dans les questions qui ont demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas de signe d'espoir? Est-ce qu'il n'y a pas de choses positives? Donc, j'ai un peu dû gratter ma tête et chercher. Ouais, évidemment, le courage de nos équipes, moi, je crois que c'est un grand signe d'espoir. Aussi, la manière que l'Afrique se prend en charge et avec succès pour le moment, on va voir. C'est très encourageant parce qu'on dit toujours, ouais, l'Afrique, c'est perdu, ça va nulle part. C'est pas comme ça, ils font très bien. Et aussi, tout ce qui est digitalisation, travail à domicile, suivi à distance, il y a une accélération. C'est-à-dire, avant, on pensait, ouais, digitalisation, oui, d'accord, mais pas avec l'Afrique. Depuis le confinement, on est toutes les semaines, toutes les 2 semaines, en contact, en réunion digitale avec aussi bien le Congo que le Nigeria, et certainement avec les autres pays où c'est plus facile. Et ça marche très bien, on s'est conseillé et c'est bien parce que pour le moment, tout ce qui est nos voyages, c'est bloqué. De cette manière, on peut quand même encore les encourager, les conseiller. Et là où j'ai un espoir, mais ça, c'est pas gagné, il y a maintenant une accélération hallucinante du développement d'un vaccin. Alors, j'ai un petit espoir que les techniques développées pourraient être bénéfiques pour d'autres maladies après. Peut-être de nos maladies, mais ça, c'est pas gagné. Bon, je vais peut-être encore dire, oui, je devrais vous remercier, mais il y avait une question sur le Népal, parce que le Népal, c'est vrai que c'est le pays de cette année. Beaucoup de choses que je vous ai racontées, c'est similaire au Népal. Je ne l'ai pas intégré dans mon PowerPoint parce que j'ai eu ces nouvelles avant-hier, c'est un peu tard. Mais eux aussi, ils continuent la consultation. Chaque patient qui vient à la consultation, il reçoit un masque en tissu qu'ils ont fait localement pour protéger les autres. Et ils prévoient une distribution de matériel de protection aux centres de santé et aux hôpitaux de l'État avec lesquels on collabore. Mais il faut dire que là aussi, on voit quand même une chute des nombres des gens qui débarquent. Merci. Pour moi, c'est tout. Mais je crois que Marie, s'il y a vos questions, elle va me les poser. J'ai soif là. Merci pour ta présentation. Mais voilà,
à vos questions. Je vais partir sur les questions que vous avez envoyées avant. Tine, quand je parle, je t'ai pas coupé ton micro, ça fait un écho. Merci. Ah, désolé. Ouais. Pas de problème. Donc, je vais déjà partir sur celle-là, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser via le chat. J'essaierai de gérer ça au mieux, mais c'est une première. Donc, voilà. Je vais commencer par une question qui était est-ce que la lèpre et la tuberculose augmentent les risques de mortalité en co-infection avec le Covid-19? Micro, Tine. Il faut rallumer ton micro. Voilà. Alors, mais Marie, t'es compliqué. D'abord, je dois l'éteindre. Maintenant, je dois le mettre. Chacun son tour. Ouais. Donc, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'études, mais on s'imagine bien, et il y a des indications qui vont dans ce sens, que les gens qui ont déjà les poumons abîmés par la tuberculose, quand ils attrapent le Covid, ils sont plus à risque de mourir. Il n'y a pour le moment aucun signe qui soit à plus de risque d'attraper le Covid en soi. Alors pour la lèpre, on sait que dans beaucoup de pays, les lépreux, c'est souvent des personnes âgées. Il y a des diabétiques et tout ça, donc on pense aussi qu'ils ont plus de risques de mourir une fois qu'ils aient le Covid. Ceux qui sont sous traitement ou la réaction, qui sont des traitements qui diminuent l'immunité, c'est sûr que si elles attrapent le Covid, ils auront un plus haut risque de mourir. Mais il n'y a aucun signe pour le moment comme quoi nos malades seraient à plus haut risque d'attraper la maladie en soi, le Covid. À toi, Marie. Oui, merci. Donc voilà, là j'ai un commentaire de Françoise qui nous dit qu'en écoutant tout ça, elle a vraiment envie d'envoyer un petit mot d'encouragement à toutes les personnes qu'elle a rencontrées en Inde, notamment au village de Polampakam. Donc voilà, merci pour cette réaction Françoise. Alors une question de Ludo, est-ce qu'il y a des choses que nous pouvons faire ici en Belgique? Je ne comprends pas très bien la question. D'un côté, je crois que ce qu'il faut faire en Belgique, c'est faire tout l'impossible pour trouver plus de fonds pour qu'on puisse faire autant dans nos projets et augmenter même nos actions. Parce que c'est ça qu'il faudra. Mais si par Belgique, Ludo veut dire ici pour les Belges, vous avez peut-être compris, Ludo, que les gens pour lesquels on paye un logement, les gens sans abri sous traitement tuberculose à Bruxelles, c'était vraiment pas le moment de les mettre à la rue, même s'ils avaient complété leur traitement. Donc, on a augmenté le budget pour qu'on puisse les garder jusqu'à la fin des histoires de Covid, qu'ils aient plus de possibilités de chercher ailleurs un logement. On met personne à la rue à Bruxelles. Merci pour cette réponse. Donc, on a un merci à l'équipe de Isadora. Bonjour Isadora. Et pour une question qui était posée par Elena, qui était de savoir dans quelle mesure ce qu'on est en train de connaître avec le Covid-19 pouvait augmenter la stigmatisation que connaissent déjà les personnes atteintes par des maladies contagieuses, notamment comme la tuberculose. Est-ce que ça pouvait plutôt augmenter les stigmatisations qu'on connaît aujourd'hui ou peut-être avec plus d'espoir les diminuer? Malheureusement, je crois qu'Elena a raison. Bon, je ne vois pas trop le lien avec la lèpre ou la leishmaniase, mais pour ce qui est la tuberculose, vous voyez, les deux donnent l'atout. Et on a vu une histoire similaire avec le VIH. C'est-à-dire, il y avait le stigmate contre la tuberculose, après le VIH est venu, et les gens maigres, les gens sont maigres de tuberculose, les gens sont maigres du sida. Et le fait qu'il y avait le stigmate du sida, ça doublait le stigmate pour ceux qui avaient la tuberculose, parce que les gens se disaient qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a le VIH? Est-ce qu'il a la tuberculose? Est-ce qu'il a les deux? Donc, ça a vraiment augmenté le stigmate. Et j'ai bien peur que ce sera la même chose, pas seulement pour la population, mais aussi pour les travailleurs de santé. S'ils voient venir quelqu'un dans le centre de santé à la consultation avec un toux et la fièvre, ils vont se dire ah, maintenant, j'ai peur de celui-là à cause de la tuberculose, mais maintenant j'ai encore double peur de celui-là parce que ça pourrait être le Covid.
Donc oui, j'ai bien peur que ça pourrait augmenter le stigmate pour les tuberculeux. Donc, on aura encore beaucoup de boulot sur sur ce volet-là, en plus du reste. Alors, j'ai une question de Alex qui nous demande donc comme nous faisons face à un retard dans la détection, comment allez-vous organiser le catch-up une fois la pandémie terminée? Oui, je crois qu'il faut viser sur des petites activités actives, comme on en fait déjà, mais plus, c'est-à-dire les mini-celles, comme on les appelle. On fait la sensibilisation à la radio et par des volontaires communautaires qui vont dans les villages et dans les écoles et de maison en maison et qui invitent des gens qui ont des tâches, des gens qui tous à venir à certains moments dans certains lieux centraux du village où il y a des travailleurs de santé qui, après, regardent toutes ces tâches et tous ces tousseurs et qui voient qui là-dedans a la tuberculose ou la lèpre. Ça se fait dans des villages, ça peut se faire dans des mines, ça peut se faire dans des prisons et dans des shanty towns. Je ne sais pas le mot en français. Les bidonvilles, pardon. Et je crois qu'il faudra vraiment ça, ouais. Donc vraiment une intensification de nouveau de l'action sur ce volet-là aussi. Donc on voit en entendant tout ça qu'il y aura beaucoup de boulot, besoin d'intensifier nos actions et d'être d'autant plus présents après cette crise. Dans les questions qu'on a reçues aussi, il y avait une question qui était peut-être un peu d'un certain scepticisme. Est-il réellement possible de trouver un vaccin au Covid-19 et à quoi sont-ils vraiment occupés? Ben, il y a beaucoup de compagnies et de scientifiques qui travaillent pour trouver un vaccin contre le Covid et je crois qu'ils vont trouver. J'espère juste que le premier sera le bon, quoi. Mais j'ai pas de doute, ça va être trouvé. Mais le problème entre qu'on le trouve, et il y a déjà qui ont l'air de marcher chez des animaux cobayes, mais de là à le tester sur des humains et de là à en produire assez pour vacciner tout le monde qui doit être vacciné, il faudra encore du temps. Merci. Un peu dans le même ordre d'idée, un de nos participants demandait, enfin disait qu'il avait lu à pas mal d'endroits que on recommandait dans le cadre du traitement du Covid-19 de ne pas poursuivre trop longtemps le traitement antibiotique, ou en tout cas d'essayer de raccourcir ces traitements antibiotiques, ce qui va un peu à l'encontre de ce qu'on entend et qui nous dit toujours d'aller jusqu'au bout du traitement, même si on se sent mieux. Et il se disait, bah, tiens, est-ce que là, il y a un espoir pour la tuberculose de pouvoir raccourcir les traitements ou d'avoir le même type de discours? Ah, il y a beaucoup de choses dans cette question. C'est au début, on avait essayé un certain antibiotique ensemble avec la chloroquine contre le Covid. Là, on a vu que ça n'avait que des effets secondaires et ça ne marche pas. Là, ok, ça, il a pu lire. L'autre côté, c'est que pour ne pas créer des résistances, il faut prendre les antibiotiques aussi longtemps que votre médecin a dit qu'il faut le prendre. Pas plus longtemps, parce que là, vous allez sélectionner des petites bêtes dans votre ventre qui sont résistants aux antibiotiques, mais pas plus court non plus, parce que là, vous risquez de ne pas en terminer avec la maladie que vous avez. Et c'est un peu le même problème avec la tuberculose. On est toujours à la recherche de combinaisons qui permettraient de raccourcir le traitement tout en guérissant les gens. On a essayé 4 mois. On a vu qu'il y a trop de rechutes, ça ne marche pas. Donc pour la tuberculose, avec les combines qu'on a maintenant, 4 mois, c'est pas assez. Il faut 6 mois. Pour la tuberculose multirésistante, c'était 2 ans. On a diminué à 18 mois. Maintenant, avec nos régimes, on en est à 9 mois. On a encore essayé de raccourcir, ça ne marche pas. Donc, antibiotiques, ouais, il faut essayer de raccourcir, mais pas trop. Merci pour cette réponse. Donc, j'ai une question, mais qui est anonyme. Donc, le fait de connaître un recul de 5 à 8 ans pour la tuberculose aura-t-il un impact financier pour Action d'Amiens? Et si oui, comment y réagir? Ben,
Ces recherches actives accélérées qu'il faudra faire après le confinement, ça a un coût certainement. Il faut dire qu'il n'y a pas que Action d'Amiens qui lutte contre la lèpre et la tuberculose, il y a aussi les États. On aura tous besoin de plus d'argent, mais on aura ce qu'on aura et on fera avec de la plus grande coût-efficacité ce qu'on pourra. Si on pourra avoir plus de moyens, on pourra faire plus. Mais si vous avez des pistes pour en avoir plus, de grâce, il faut les communiquer avec nous parce que effectivement, si on aura plus d'argent, on pourra faire plus et on devra faire plus. Mais si on n'a pas plus, on fera ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors, il y avait une question plutôt chiffres qui était dans l'annonce du webinaire, pardon. On compare les chiffres du Covid à la lèpre et à la tuberculose. Combien de personnes dans le monde meurent de la lèpre et de la tuberculose pour pouvoir un peu avoir une comparaison avec les chiffres qu'on entend aujourd'hui sur le Covid? Chaque année, l'estimation de l'OMS, parce que pas tous ces cas sont notifiés, s'ils étaient tous notifiés et traités, il y aurait moins de morts. Mais l'estimation de l'OMS, c'est qu'il y a à peu près 10 millions de cas de tuberculose chaque année. Et de cela, il y en a 1,5 million qui meurent chaque année. Je n'ai pas même les derniers chiffres Covid en tête, parce que ça change tous les jours. Mais il y a encore, pour le moment, beaucoup plus de gens qui meurent de tuberculose que de Covid. La lèpre, c'est toute autre chose. Il y a 220 000 à peu près qui sont diagnostiqués chaque année. Il n'y a pas d'estimation de l'OMS comme quoi combien il y en aurait en total, combien on en manque. Il ne se risque pas d'en faire. Et la lèpre, c'est très rare qu'on en meure. Peut-être s'il y en a une ulcère et ça cause une septicémie, c'est pas tout à fait imaginable, mais la lèpre, c'est surtout quelque chose qui, si on le laisse traîner, qui mutile, ça ne tue pas. Donc là, pour les morts, je ne peux pas comparer. Merci pour cette réponse. Alors, j'ai encore 2 questions. N'hésitez pas à continuer à poser des questions sur le chat si vous en avez. On est là pour ça. Il y avait une question vraiment plus d'ordre assez pratique. Quelles sont les instructions que reçoivent nos équipes sur le terrain? Il y a des instructions comme vous les voyez ici en Belgique. Il y a des instructions de chaque pays qui a publié les siens. Mais il y a aussi, en s'aidant évidemment par ce qu'on trouve, il y a Alberto Roggi, mon collègue médecin, qui a fait un beau document d'une dizaine de pages en 3 langues pour justement indiquer à nos équipes, partie ce qu'ils savent déjà, de l'hygiène de tout et de lavage des mains, tout ça, du port du masque, mais aussi spécifiquement pour les travailleurs de santé, de quelle manière, sans se contaminer, on enlève le masque et on enlève enfin, comment ça s'appelle, le tablier là, de protection. S'il y a des gens dans le domaine de santé entre vous, je veux bien à la demande de leur partager ce document, c'est assez intéressant. Merci, on peut effectivement voir comment on peut le communiquer. C'est une chouette proposition. Alors, j'ai une question anonyme à nouveau. Comment motiver les Belges en janvier prochain à soutenir Action d'Amiens? Ça paraît difficile par rapport aux préoccupations qui sont parfois plus proches de nous. Quel serait ton argumentaire peut-être en quelques mots pour convaincre de nous soutenir? Je pourrais répéter mon PowerPoint, hein, c'est ça. Cette sale bête nous a mis en arrière plusieurs années. On était sur le bon chemin. Les cas de tuberculose, petit à petit, et des lèpres, ça diminuait petit à petit, mais d'année en année. Maintenant, on nous a jeté au moins 5 ans en arrière. Donc, il faut maintenant, pour compenser ce retard
des fonds plus justement accélérés pour trouver tous ces cas qui ont été manqués pendant cette période de confinement. Mais Marie, si tu as des meilleures idées, vas-y. Hein. Non, je pense que c'est une bonne synthèse et c'est aussi ce à quoi peut servir, je pense, la présentation d'aujourd'hui, c'est d'être conscient des défis et de pouvoir au mieux les restituer quand on est sur le terrain pour motiver la population belge et leur rappeler que malgré les difficultés qui se sont peut-être approchées de nous ces derniers mois, ces dernières semaines, en nous rendant compte aussi que notre système de santé, même en Belgique, n'était pas infaillible et pouvait être mis sous pression et donc la santé de nos proches également mis sous pression. Ça n'empêche pas que ça a aussi permis de nous rendre compte qu'on était tous interdépendants et qu'un virus apparu en Chine est très très vite arrivé partout dans le monde et que donc il est important d'être solidaire pour que tout le monde puisse vivre mieux et que donc on ne se retrouve pas et que personne n'ait à se retrouver dans les situations dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui et dans lesquelles dans certains pays nos patients atteints de tuberculose ou de lèpre se retrouvent quotidiennement déjà depuis trop longtemps, chaque jour en plus et de toute façon un jour en trop. Il y avait d'ailleurs une remarque qui m'était faite de dire tiens, ça aurait peut-être été intéressant de rappeler la possibilité de faire un don. Et comment le faire? Comme toujours, il y a toujours possibilité de faire des dons sur le compte 8 x 0 75 75. Mes collègues, faites-moi ça si je ne me suis pas trompée. Et voilà, ou de s'investir auprès d'Action d'Amiens de différentes manières, avec du temps, avec votre réseau, en parlant de ce qu'on fait, en nous appuyant financièrement, en nous aidant à trouver des moyens de soutenir les projets. Ça, je pense qu'on est là pour être créatif avec vous, pour soutenir aussi les idées qui viennent d'ailleurs. On a des idées, on met des choses en place, mais on est persuadé que les idées peuvent venir aussi de l'extérieur. Alors, je regarde parce que voilà, il y a des questions qui arrivent pendant que je parle. Donc, il y a Michel de Vos, bonjour Michel, qui nous demande s'il pourra avoir accès à la présentation autrement. Donc oui, le lien sera disponible encore 150 jours après la date d'aujourd'hui et on essaiera de toute façon de le rendre disponible aussi sur le site internet. Donc la présentation et le son est enregistré. Donc voilà pour la question de Michel. Alors, un commentaire de Françoise. Merci beaucoup. J'ai vraiment trouvé ce webinaire très intéressant et je voudrais le conserver, même pour la campagne suivante. Est-ce possible de le conserver? Voilà, je pense que j'ai répondu d'une pierre deux coups en répondant à la question de Michel. Ce sera disponible en vidéo et je le garderai précieusement pour la clé animateur. Oui. Ah oui, c'est ce que j'allais proposer, parce qu'une chose, c'est l'enregistrement, mais les images même de la présentation, si tu le mets sous la clé, c'est parfait. Oui, je pourrais le rendre accessible pour les animateurs. On peut aussi voir voilà, comment le mettre à différents endroits, mais en tout cas, on note bien votre intérêt qui est très agréable à entendre et à lire. Voilà, il y a une félicitation à toute l'équipe de Alex pour ce webinaire qui nous dit que à refaire très certainement. Merci Alex. Alors, pour ma part, je n'ai plus d'autres questions. Donc, si au niveau du chat, plus personne n'a de questions précises, je pense qu'on peut doucement clôturer ce premier webinaire. J'ai envie de le clôturer en remerciant chaleureusement Tine pour sa présentation claire et didactique. Voilà, pas un sujet facile, mais je trouve que Tine a fait ça avec brio, d'autant plus que le français n'est pas sa première langue. Donc voilà. Merci à Benjamin. Qui sans lui, sans qui ça n'aurait pas été possible. Benjamin était notre technicien du jour, réalisateur, switch vidéo, son, invitation. Il était sur tous les fronts, donc merci beaucoup Benja. Voilà, et comme dit Françoise, merci à Benjamin qui a répondu au signe de Tine. Tout à fait, je ne l'aurais pas mieux dit. Alors je vois, parce que je vois que vous continuez les commentaires. Merci pour toutes ces explications de Michel.
merci et bon courage de la part de Marlène. Voilà, félicitations de Ludo et un grand bravo de Jacques, notre responsable du département volontaire qui est à l'origine de cette idée. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour de vrai, physiquement très bientôt. D'ici là, continuez à vous porter tous bien et à gonfler vos batteries pour les défis qui nous attendent très prochainement. Voilà, au revoir à tous.